des tables et des chaises cassées un peu partout, des attaques contre les officiels de match, la WWE est absolument insouciante et sans foi ni loi. Du moins, c'est ce qu'il semble à première vue. Cependant, il existe des règles peu conventionnelles que les catcheurs sont obligés de suivre et que la plupart des gens ne connaissent pas. La plupart de ces règles sont surprenantes. Alors restez avec nous pour découvrir les règles que les catcheurs de la WWE sont obligés de suivre. Nous commencerons par l'une des règles les plus ridicules de l'histoire de la compagnie. Ne pas éternuer devant le boss. Depuis combien de temps êtes-vous fan de la WWE? 5 ans? 10 ans? Plus de 10 ans? Dans tous les événements que vous avez vus, que ce soit en direct ou à la télévision, vous souvenez-vous avoir déjà vu un catcheur éternuer? Probablement pas. Et soyons honnêtes, même si vous en avez vu un, voir une personne éternuer n'est pas vraiment quelque chose qui mérite d'être rappelé. Mais voilà, vous ne vous souvenez pas d'avoir vu cela parce que l'entreprise a une politique stricte en matière d'éternuement. Ce n'est peut-être pas l'entreprise, mais son fondateur et PDG depuis des décennies, Vince McMahon, qui interdit à ses employés d'éternuer en sa présence, ce qui pourrait bien être considéré comme une politique de l'entreprise. La raison de cette règle est assez simple. Vince McMahon est un germophobe, c'est vrai. Le président déteste la saleté et les germes, ce qui est assez ironique étant donné qu'il a soumis certains de ses catcheurs à des pratiques peu hygiéniques, comme le fait que Tommy Dreamer se brosse les dents avec la même brosse à dents que son chien et que King Corbin mange de la nourriture pour chien. Quoi qu'il en soit, McMahon déteste la saleté, et de nombreuses histoires le prouvent. L'une d'entre elles a été racontée par Jim Ross, ancien commentateur légendaire de la WWE et responsable des relations avec les talents, qui a révélé qu'il avait un jour surpris le président en train de manger un sandwich avec un couteau et une fourchette. Ross a également ajouté que McMahon avait l'habitude de plier une part de pizza, de la manger jusqu'à l'endroit où il la touchait et de jeter le reste. Selon des rumeurs internes à la société, Vince devenait absolument fou lorsqu'il voyait quelqu'un plonger toute sa main nue dans un bol de bonbons ou d'amuse-gueule. Il est difficile d'expliquer l'origine de cette habitude extrême, mais elle s'est traduite par le fait que Vince McMahon ne tolère pas que quelqu'un éternue autour de lui. Et par personne, nous voulons dire même sa propre fille. Ah oui, en 2019, Stephanie McMahon a déclaré lors d'une interview que son père ne la détestait pas parce qu'elle éternuait, mais qu'il s'assurait d'exprimer son mécontentement à ce sujet. Elle a ajouté un peu plus de contexte en disant « C'est juste parce qu'il n'aime pas ce qu'il ne peut pas contrôler. Le fait qu'il ne puisse pas contrôler l'éternuement l'énerve. » L'emblématique manager à l'écran de la WWE, Paul Heyman, avait également soutenu cette affirmation 10 ans plus tôt en déclarant « Si vous êtes dans une pièce avec Vince McMahon et qu'il éternue, allez sur votre BlackBerry pendant les 20 prochaines minutes parce que rien de ce que vous lui direz ne passera, parce qu'il s'énerve vraiment, parce qu'il ne peut pas contrôler l'éternuement. » Voilà donc les deux raisons pour lesquelles les catcheurs de la WWE ne sont pas autorisés à éternuer en présence du boss. Premièrement, il est germophobe et deuxièmement, il est obsédé par le contrôle. Mais cela ne justifie pas que l'on soit obsédé par un geste corporel totalement involontaire. La règle suivante est un peu plus justifiable, puisqu'il s'agit pour les catcheurs de se conformer à certaines restrictions sur les médias sociaux. Il y a 2 décennies, cette règle n'aurait pas vraiment eu d'importance, puisque les réseaux sociaux n'existaient même pas à l'époque. Aujourd'hui, cependant, les réseaux sociaux sont au premier plan de pratiquement tout, du sport à la politique en passant par le divertissement. Surtout, le divertissement. La WWE en est consciente comme tout le monde, et c'est pourquoi les catcheurs qu'elle emploie n'ont pas le droit d'utiliser les réseaux sociaux comme ils l'entendent. Nous ne voulons pas dire qu'ils ont des exigences en matière d'accès privé, comme des mots de passe ou d'autres informations d'identification. Cependant, tout ce qui concerne les autres catcheurs dans le ring, des intrigues aux interactions avec les fans, est étroitement surveillé par des professionnels des relations publiques. Des catcheurs comme Dominic Mysterio et Becky Lynch par exemple, qui ont tendance à créer des intrigues télévisées grâce à leurs réseaux sociaux, voient à leur poste surveillés de près par des représentants de la WWE. Cette règle va même jusqu'à contrôler les opinions politiques des catcheurs de la WWE. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les athlètes de la NFL et de la NBA
se joignent aux hashtags et aux mouvements politiques du monde entier, alors que les catcheurs de la WWE ne le font presque jamais? Ce n'est pas parce qu'ils ne se soucient pas des droits libéraux ou civils des masses. Non, c'est en fait parce qu'il y a des règles en place qui les empêchent de s'engager dans de telles questions sur les réseaux sociaux. Cela fait partie des efforts déployés par la WWE pour que l'histoire fictive reste dans un univers totalement différent. Les catcheurs de la WWE incarnent toutes sortes de personnalités de nationalités et d'orientations sociales différentes. Afin de préserver l'authenticité de ces personnages et de leurs origines, la société veille à ce que les catcheurs ne s'impliquent pas dans le jeu politique. Et au cas où vous vous demanderiez quelles sont les répercussions de la violation de ces règles sur les réseaux sociaux, il existe une longue liste de catcheurs qui ont été licenciés pour avoir été négligents sur leurs plateformes de médias sociaux. L'ancienne star de Total Diva, Cameron, a été licenciée en 2014 après avoir fait des commentaires controversés sur Twitter concernant le barème de paiement de la société. Un an plus tard, la star de NXT Zara Schreiber et à l'époque petite amie de la superstar de la WWE, Seth Rollins, a été renvoyée à cause de ses posts Instagram qui montraient un symbole nazi, swastika. La liste est longue, alors oui, les catcheurs de la WWE doivent vérifier et revérifier tout ce qu'ils veulent publier sur les médias sociaux avant d'appuyer sur le bouton « Poster ». La prochaine règle de notre liste et que les catcheurs de la WWE sont obligés de suivre concerne les mouvements sur le ring. Comme dans n'importe quel autre sport, les mouvements sont la marque de fabrique des catcheurs, des équipes et parfois même de toute une franchise. Rey Mysterio était connu pour son mouvement emblématique 619. Le spear de Goldberg ne sera jamais oublié. Et les Dudley Boys étaient aussi célèbres que le What's Up avec lequel ils aimaient achever leurs adversaires. Le Chokeslam de l'Undertaker, le People's Elbow du Rock, le Superman Punch de Roman Reigns et bien d'autres encore. Le fait est que certains mouvements sont devenus tellement emblématiques que la promotion les classe dans la catégorie des prises signature. Les règles qui régissent ces mouvements sont assez simples. Tous les catcheurs ne sont pas autorisés à exécuter prise signature. Et nous ne voulons pas dire que certains catcheurs doivent demander la permission d'exécuter un mouvement classique, nar. Nous voulons dire qu'il y a des mouvements que certains gars n'ont jamais le droit d'essayer, même si le match est très tendu. La raison de cette règle est tout simplement d'éviter les tragédies sur le ring. La WWE a connu un grand nombre de blessures qui ont mis fin à des carrières et parfois des décès à cause de mouvements ratés sur le ring. Vous pouvez consulter nos vidéos sur les pires blessures de la WWE et sur les catcheurs de la WWE transportés d'urgence à l'hôpital après un match pour voir des exemples de ce genre. C'est pourquoi la direction de la WWE a dû mettre en place des règles pour s'assurer que seuls les catcheurs les plus compétents et les mieux entraînés soient autorisés à exécuter certains mouvements pendant les spectacles. Un exemple de ces mouvements classiques est le pile driver, que seul l'Undertaker était autorisé à exécuter. Cela peut sembler être un mouvement assez basique, mais étant donné que même l'Undertaker, qui a inventé ce mouvement, a failli le bâcler à plusieurs reprises, il est compréhensible que le front office ne permette à aucun autre catcheur de l'essayer. Et devinez quoi? Ce n'est pas la seule règle de la compagnie concernant les mouvements de catch. Il existe une règle contre le vol de mouvement. À l'extérieur, cette règle existe bel et bien, mais pour les membres de la compagnie, il s'agit plus d'un code que d'autre chose. C'est une règle non écrite et non dite, mais chaque catcheur travaillant pour la promotion basée à Stanford doit s'y conformer. Et elle est simple, ne pas faire le mouvement emblématique d'un autre catcheur sans sa permission. Bien sûr, nous avons vu Damian Priest projeter quelqu'un avec un Razor's Edge qui appartenait à l'origine à Scott Hall. Nous avons vu Kevin Owens porter le stunner de Steve Austin et nous avons vu Seth Rollins utiliser le pedigree de Triple H. Mais dans tous ces cas, il y a eu un accord entre les deux parties. Cependant, dans tous ces cas, il fallait consulter le propriétaire du mouvement avant. Vous n'avez probablement pas besoin de beaucoup d'explications sur la raison d'être de cette règle. Il s'agit simplement d'une question de courtoisie. Passons maintenant à la règle de la WWE concernant les départs anticipés. Le catch professionnel semble être une vie agréable pour ceux qui sont au sommet de leur art, n'est-ce pas? Bien sûr, se faire battre n'est pas vraiment un aspect amusant du métier,
mais incarner des personnages dont les fans raffolent, voyager dans le monde entier, être célèbre et être grassement payé. C'est assurément un métier amusant. Mais si nous vous disions que, tout comme les emplois ordinaires de 9h à 17h, les catcheurs ne peuvent pas quitter l'arène de catch quand ils le souhaitent, nous allons vous donner un peu de contexte à ce sujet. Vous savez qu'une soirée de catch peut comporter 5 matchs différents, voire 11 s'il s'agit d'un pay-per-view. Normalement, un catcheur dont le match a lieu plus tôt dans la soirée devrait pouvoir quitter l'arène après sa performance. C'est comme si vous travailliez par roulement. Vous pointez, vous commencez votre service, vous pointez et vous pouvez rentrer chez vous. Désolé de vous l'apprendre, mais la WWE ne fonctionne pas vraiment de cette manière. Il existe une règle qui empêche tous les catcheurs travaillant le soir d'un spectacle de quitter la salle avant la fin de l'événement. Ah oui, même lors d'une soirée WrestleMania où près d'une douzaine de matchs ont lieu, les catcheurs impliqués dans le premier combat de la soirée doivent rester dans la salle et regarder les autres matchs, ce qui signifie qu'ils ne peuvent quitter les lieux qu'après le dernier combat. Cette règle semble très ennuyeuse, étant donné que les catcheurs de la WWE sont généralement très occupés. Ils n'ont pas vraiment de vacances, ne décident jamais de la date d'un spectacle, et, lorsqu'ils ne sont pas sur le ring, ils doivent passer tout leur temps à s'entraîner ou à tourner des clips en coulisses dans le cadre de leur intrigue ou autre. Après avoir consacré tout ce temps au travail, ne pas être autorisé à quitter un spectacle, même lorsque le catcheur a terminé sa performance, n'est pas cool. En même temps, il est important de noter que le catch professionnel est une profession dans laquelle tout peut arriver à tout moment. C'est un travail physiquement exigeant qui nécessite d'improviser à de nombreuses reprises, si les choses ne se déroulent pas exactement comme prévu. Cela signifie que l'entreprise a besoin de toutes les mains sur le pont pour être plus sûre que désolée. Ainsi, la prochaine fois que vous verrez un catcheur sorti de l'arène par la sécurité ou transporté d'urgence à l'hôpital dans le cadre d'une intrigue, ce n'est que pour la caméra. Ils ne partiront pas avant la fin de la soirée. Au cas où vous vous demanderiez pourquoi les catcheurs de la plus grande promotion du monde n'ont pas protesté contre une telle règle, voici ce que nous pensons. La plupart du temps, les catcheurs eux-mêmes ne veulent pas quitter l'arène pour ne pas manquer le plaisir que les autres spectacles ont à offrir, et c'est très bien ainsi. Et tout comme ces catcheurs, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous avons encore beaucoup d'autres règles choquantes à vous révéler. Pour la prochaine règle de notre liste, nous avons la règle du Money in the Bank. Ok, il est impossible que vous soyez un fan de catch et que vous n'ayez pas regardé au moins un événement Money in the Bank. C'est littéralement l'un des 5 plus grands événements annuels de la WWE, les 4 autres étant le Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam et Survivor Series. Voir autant de superstars s'affronter, se battre pour gravir les échelons et obtenir cette mallette spéciale est l'un des moments les plus spéciaux de chaque année de la WWE. Petite anecdote, au cours de ses 5 premières années d'existence, le Money in the Bank ne se déroulait qu'à WrestleMania. Ce n'est qu'en 2010 que l'événement est devenu un match à part entière, qui a lieu chaque année en juillet. Ce n'est probablement plus un scoop que la mallette ne contienne pas réellement des piles d'argent, comme les fans le croyaient autrefois. Et si vous ne le saviez pas, c'est désormais chose faite. Au lieu d'argent, la mallette Money in the Bank contient un morceau de papier sur lequel un contrat a été imprimé. Ce contrat porte sur un match de championnat et le vainqueur du match emblématique du pay-per-view peut encaisser le contrat pour demander ce match de championnat. Le vainqueur de Money in the Bank peut également choisir la date et le lieu de ce match à n'importe quel moment dans les 365 jours suivant l'obtention de la mallette. Il y a une règle qui n'a pas encore été testée concernant cette mallette. Si le vainqueur n'encaisse pas le contrat dans l'année qui suit son obtention, le contrat est annulé. Cela fait plus de 20 ans maintenant, et personne n'a bloqué suffisamment longtemps pour que cette règle entre en jeu. Mais ce n'est pas cette règle qui est choquante. La règle qui nous intéresse est celle qui oblige le détenteur de la mallette à la porter partout où il va. Et par partout, nous voulons dire partout. Même si le catcheur en question doit voyager à l'étranger pendant cette période, la mallette et son contenu doivent toujours être avec lui ou elle. Oui, nous sommes d'accord, cette règle est assez bizarre, étant donné qu'on ne demande à aucun catcheur de porter sa ceinture de titre partout ou quoi que ce soit d'autre. Mais la mallette Money in the Bank a plus de poids, au sens figuré comme au sens propre. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'on a vu de nombreuses photos d'anciens détenteurs de ce titre, tenant leur mallette bleue brillante même en traversant l'aéroport. Ils doivent en effet la porter d'un spectacle à l'autre, d'une ville à l'autre, dans tous les endroits où ils se trouvent.
Et croyez-nous, c'est aussi encombrant que ça en a l'air. Vainqueur du Money in the Bank Ladder Match en 2017, Baron Corbin a ouvertement parlé du fardeau que représente le port de la mallette en déclarant « C'est vraiment très dur. Ce truc est bleu vif et il y a écrit « Money in the Bank » en lettres géantes. Alors en marchant dans l'aéroport, tout le monde vous regarde ce que c'est, où il y a beaucoup de gens à l'aéroport qui veulent prendre des photos maintenant. Et vous portez cette mallette bleu vif et elle n'est pas légère. J'ai aussi mon contrat dedans. C'est un bagage à main, donc il est avec moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Personne, à l'exception de Vince McMahon, ne connaîtra jamais la raison d'une telle règle. Après tout, il n'y a aucun risque que la mallette soit volée, puisqu'elle ne contient qu'un contrat que le vainqueur de l'événement peut encaisser. À notre avis, cette règle n'est qu'un moyen pour la WWE de garder une sorte de mystère autour de l'emblématique mallette. Mais nous n'en avons pas fini avec la liste des règles que les catcheurs de la WWE sont obligés de suivre. En voici une autre qui va vraiment vous surprendre. Pas de séance photo provocante en dehors de la compagnie. Cette règle serait la norme pour n'importe quelle entreprise. Mais dans l'industrie du catch, c'est presque un choc qu'elle existe. Voyons ce qu'il en est. Depuis les années 1970, il existe un lien étroit entre le catch professionnel et la sexualité féminine. En particulier, lorsque des catcheuses participent à des séances photos pour des magazines tels que Playboy de Hugh Hefner. Miss Sacramento 1972, Mickey Garcia, qui travaillait dans la Big Time Wrestling, est devenue la première Playmate Playboy issue de l'industrie du catch, ce qui a conduit Hugh Hefner à reconnaître le marché potentiel de l'industrie du catch. Dans les années 1990, la relation entre le magazine Playboy et la WWE était plus étroite que jamais. Pour dire les choses franchement, Vince McMahon et Hugh Hefner étaient pratiquement les meilleurs amis du monde, si bien qu'un grand nombre des plus grandes divas de la compagnie ont commencé à figurer dans ce qui était l'un des plus grands magazines de l'époque. Sable, Chyna, Maria Kanellis, Ashley Massaro, Tori Wilson, Candice Michelle et Christy Hem sont toutes apparues dans le magazine en l'espace d'une décennie. Certains experts sociaux ont même attribué la création de la division diva de la WWE à la capitalisation de l'hyperféminité, provoquée par la sexualisation des catcheuses dans les médias grand public. Playboy mis à part, les fans chevronnés de la WWE se souviennent que les années 90 étaient une époque folle. Des intrigues osées aux nombreux scandales sexuels en coulisses, tout était fortement sexualisé. À un moment donné, c'était presque comme si n'importe quelle nouvelle diva arrivait dans la compagnie et commençait à attirer l'attention, et qu'une grande fanbase était à quelques semaines d'avoir une couverture de magazine controversée. Shawn Michaels a même posé pour Playgirl à cette époque. L'équipe créative a créé le personnage de Val Venis, qui était une star de film pour adultes, et Vince McMahon est allé jusqu'à employer la star de film pour adultes, Jenna Jameson, pour certains segments des spectacles en direct. À l'époque, aucune règle n'interdisait aux catcheurs de participer à des séances de photos osées, puisque la compagnie en faisait littéralement la promotion. Tout cela a changé aux alentours de 2010, lorsque Vince McMahon et la direction de la société ont découvert à quel point il était possible de gagner de l'argent si le contenu de la promotion était un peu plus adapté aux familles. Ils ont donc décidé de faire de la WWE une entité PG, c'est-à-dire moins de contenu sexuel, moins de sexualisation des personnages, et l'introduction d'une règle interdisant aux catcheurs de faire des séances photos osées. Lorsque cette règle a été introduite, elle a suscité la controverse parmi les fans et la société sportive en général. Cela s'explique principalement par le fait que ces règles sont apparues à un moment où la culture pop en général acceptait de plus en plus ces thèmes sexuels. C'est comme si tout le monde commençait à soutenir la positivité du corps et à permettre aux femmes de s'exprimer comme elles l'entendent. Et c'est alors que la WWE, qui semblait avoir une longueur d'avance, a créé une règle contre cette idée précise. Aujourd'hui, les catcheurs de la WWE n'ont pas le droit de faire des photos de nus pour la consommation publique. Ils n'ont même pas le droit d'avoir un compte OnlyFans, et il existe de nombreux exemples de catcheurs de la WWE qui ont été licenciés pour avoir enfreint cette règle. Mandy Rose en est un exemple. Ancienne championne féminine de NXT,
Elle a détenu le titre pendant 413 jours et était en train de devenir la favorite des fans du roster principal. C'était jusqu'à ce qu'on découvre le contenu à caractère adulte de son compte Fantime et qu'elle soit renvoyée de la compagnie. L'histoire de Zelina Vega est assez similaire. Un personnage de SmackDown qui a été renvoyé de la compagnie en octobre 2020 après avoir ouvert son compte OnlyFans sous un pseudonyme. Elle a fini par être réengagée en 2021 sur la base d'autres conditions légales. D'autres comme Chelsea Green, Scarlett Bordeaux et Toni Storm n'ont pu ouvrir des comptes similaires qu'après avoir quitté la WWE. Et puisque nous parlons des règles de la WWE concernant l'apparence physique, la dernière règle que nous allons examiner est le code vestimentaire de la WWE. Attendez, quoi? Cela va peut-être vous surprendre, mais malgré le large éventail de costumes funky que nous voyons portés par nos catcheurs préférés, il existe en fait des règles vestimentaires assez strictes que les catcheurs doivent respecter. L'une d'entre elles concerne l'apparence des catcheurs en public, en particulier lorsqu'ils apparaissent en tant que personnages ou dans le cadre d'une fonction officielle. Les superstars de la WWE doivent toujours se présenter en tenue décontractée et rester élégants, comme ils le feraient sur leur lieu de travail. Vince McMahon aime son costume cravate. Il n'est donc pas surprenant qu'il applique une règle selon laquelle ses employés doivent s'habiller avec autant de classe. L'idée derrière cette règle est que les catcheurs aient toujours l'air professionnel et recommandable s'ils rencontrent des fans ou d'autres membres de l'univers de la WWE, tout en restant dans leur personnage. Peut-être pas lorsqu'ils se rendent à une séance d'entraînement ou à la salle de sport, mais lorsqu'ils se rendent dans les arènes, qu'ils se préparent pour un événement de la compagnie ou qu'ils foulent le tapis rouge lors d'événements similaires. Tous les catcheurs doivent rester propres et décontractés. Nous ne savons pas ce que vous en pensez, mais si vous voulez notre avis, c'est peut-être la règle la plus louable de la compagnie. Personne n'a envie de croiser son catcheur préféré avec un look de plouc à l'extérieur de l'arène ou ailleurs. Toujours en ce qui concerne l'habillement, il existe également quelques règles ridicules pour les apparitions sur le ring. Et par ridicule, nous entendons des règles qui n'ont aucun sens et qui ne peuvent être expliquées, mais que ces catcheurs doivent respecter. L'une d'entre elles est que les maillots bleus sont interdits le mercredi dans l'État de Caroline du Nord. Cela signifie qu'aucun catcheur de la WWE ne peut porter un maillot bleu lors d'un événement organisé en Caroline du Nord, si c'est un mercredi. Cela ressemble à une blague, mais ce n'en est pas une. S'agit-il d'une affaire de gang? Serait-ce parce que les Tar Heels de l'Université de Caroline du Nord jouent dans des uniformes bleus? Comme l'a dit Kanye West, nous ne le saurons jamais. Ce qui est bien, c'est que nous n'avons pas beaucoup de catcheurs dont les costumes de marque ont des troncs bleus, donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Une autre règle vestimentaire tout aussi ridicule est celle qui empêche les catcheurs de porter des talons hauts pour les spectacles qui se déroulent à Carmel, en Californie. Cette loi s'applique en fait à toutes les catcheuses et pas seulement à celles de la compagnie de McMahon. Encore une fois, nous ne pouvons pas dire exactement pourquoi cette loi existe, mais elle existe depuis plus d'une décennie maintenant et elle n'est pas prête de changer. Laquelle de ces règles vous semble la plus ridicule? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.